Bien, d'abord, je voudrais remercier Camille Grand et sa fondation pour l'accueil qu'elle nous réserve dans cette commémoration du 20e anniversaire du département que j'ai l'honneur de diriger. Et puis, mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Je crois que ça témoigne de votre intérêt pour ces questions qui sont effectivement des questions lourdes. Et je vais m'efforcer d'abord de vous présenter les choses, mais aussi de tenir compte de ce qui a été dit par les précédents intervenants, ainsi que des questions ou commentaires qui ont été formulés. D'abord, peut-être quelques chiffres pour situer un peu le débat. Ça fait bien effectivement 65 ans, quasiment depuis 1948, que la première opération de maintien de la paix, l'Organisme des Nations Unies pour la surveillance de la trêve, a été créé. Et depuis, 66 opérations de maintien de la paix ont été créées, dont 16 sont toujours en cours, 54 simplement depuis 1988. Ça montre bien la courbe ascendante. 115 pays contributeurs de troupes, un budget qui est actuellement de l'ordre de 7 milliards 200 millions de dollars, en décroissance progressive maintenant, à moins évidemment de nouveaux mandats, et toute une série de réflexions pour essayer d'imaginer des scénarios pour plusieurs problématiques lourdes qui se posent, notamment dans le Sahel, et j'y reviendrai vers la fin de mon propos. Et puis 120 000 personnes, hommes et femmes, effectivement, je crois qu'il faut le dire. Je crois qu'il faut dire aussi, nous avons eu plusieurs travaux avec des organismes universitaires dans la période récente qui concluent quand même que depuis la fin de la guerre froide, il y a eu des réussites et il y a eu une baisse globale de la violence, du nombre des victimes, et que le maintien de la paix y a contribué. Ça n'a pas été toujours sans douleur. C'est vrai que le Rwanda en 1994, la Bosnie, Srebrenica en 1995 ont laissé de mauvais souvenirs, des cicatrices. Mais c'est vrai aussi, ça a été dit ce matin, qu'il y a eu un constant désir de tirer les leçons de nos erreurs et d'essayer de faire mieux. Le rapport Brahimi nous y a aidé beaucoup au début des années 2000. Le rapport Nouveaux Horizons est maintenant ce sur quoi nous travaillons. Et effectivement, je crois progressivement, on arrive à affiner l'outil. Alors si on regarde, disons, le panorama des 16 opérations actuelles, nous avons des situations très différentes. Nous avons des opérations qui sont des opérations de longue durée, qui visent à gérer des problèmes qui sont en fait, on peut le dire, difficilement gérables, parce que au fil des années et des décennies, on n'a pas vu se profiler de solutions. Je pense à Chypre, où malgré les occasions qui avaient été fournies par exemple, et je sais que de brillants esprits y ont travaillé en leur temps, l'entrée de Chypre dans l'Union européenne aurait dû sans doute être une occasion de régler une fois pour toutes ce problème. Or, la réalité, c'est que non, ça bouge pas. Et alors on voit l'envoyé spécial du secrétaire général, Alexander Downer, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Australie et brillant esprit, passer les 2 tiers de ces dernières consultations avec les différentes parties dans un exercice que je qualifie de diplomatie fromagère, car il s'est agi d'essayer de trouver des solutions pour des productions de fromage de bique chypriote, ce qui évidemment n'est peut-être pas vraiment le cœur du sujet, mais ça montre bien qu'on est loin du compte. Autre exemple, le Sahara occidental, où j'étais il y a 6 semaines, et où là non plus, on ne voit pas de perspective de progression dans ce qui demeure à bien des égards un conflit régional, un conflit stabilisé. Il ne se passe rien quasiment sur le terrain, mais la volonté de dépasser tout ça, on la sent assez mal. Peut-être simplement un petit espoir, c'est que la crise du Sahel, qui fait peser une vraie menace sur l'ensemble de la région, donc aussi sur le Sahara occidental,
Pardonnez-moi. N'oublions pas que AQMI a enlevé 3 personnes il y a un an à Tindouf, au nez à la barbe du Polisario, sur territoire algérien. Peut-être que cette perception d'une menace commune va amener les parties prenantes à progresser. Enfin, on verra. Et puis parfois, il y a des situations qui se mettent à bouger. Et nous en avons l'illustration de manière un petit peu tragique actuellement avec la Force des Nations Unies pour l'observation du désengagement sur les hauteurs du Golan, mission créée il y a 38 ans, qui était d'un calme absolument olympien. Ça tombe bien sur une montagne biblique. Il ne se passait rien. Et puis brutalement, la situation en Syrie provoque une cascade de conséquences négatives, illustrées par la présence en zone de désengagement, en zone de séparation, donc sur le territoire qui relève de la responsabilité de la FNUOD, de la présence de groupes armés de l'opposition syrienne. Il y a même, me dit-on maintenant, un groupe près du village de Jabata où se trouvent des gens qui s'entraînent et qui ressemblent furieusement à des salafistes. Or ça, c'est totalement en dehors du mandat de la FNUOD, mais ça a pour conséquence que l'armée syrienne, de temps en temps, va essayer de les dégager, tire des obus d'artillerie, dont certains parfois tombent du mauvais côté de la ligne alpha, c'est-à-dire un territoire israélien, ce qui provoque des contre-tirs. Et la semaine dernière, nous avons eu 2 soldats autrichiens blessés sur la route de l'aéroport de Damas et un convoi de véhicules blindés qui a été passablement esquinté, même s'il n'y a pas eu d'autres victimes. Donc des situations parfois figées, mais aussi des situations qui connaissent des évolutions auxquelles nous devons évidemment nous adapter. Des situations de conflit, des situations de plus en plus de conflits internes. Et effectivement, c'est à cela maintenant que nous devons faire majoritairement face. Comment aider dans la moyenne ou longue durée ces pays à sortir de ces difficultés inextricables liées à la faillite d'un État, liées à des problèmes intercommunautaires, des problèmes confessionnels. Enfin, j'y reviendrai tout cela plus en détail. Il y a aussi, et là ça rejoint peut-être un peu le propos de l'ambassadeur de Jamais, les ambiguïtés, ou des ambiguïtés qui ne sont pas du tout ambiguës en réalité. Et nous en avons vécu une illustration très claire cette année lorsque l'on nous a demandé de déployer la mission de supervision des Nations Unies en Syrie. Une mission qui n'était évidemment pas une opération de maintien de la paix, puisqu'il n'y avait pas de paix. Il y avait encore moins de processus politique. Et l'espoir a été que de la présence d'observateurs non armés sur le terrain, résulterait un processus de prise de confiance qui pourrait alimenter, mais ab initio, dès le départ, un processus politique. La réalité, évidemment, a été celle que nous avons vue, que nous avons vécue. Au passage, on a quand même réussi à remédier à un des problèmes qui nous sont souvent reprochés, notre lenteur. Or là, on a battu des records absolus de rapidité dans la mesure où on a réussi à déployer les 300 observateurs en 25 jours flat. C'était sans précédent. Et ceci est apporté d'abord au crédit des États contributeurs de troupes, mais aussi à l'équipe militaire du département qui a fonctionné beaucoup plus qu'à plein régime. Les limites du processus sont apparues très vite quand la spirale de la violence... après une première phase de quelques semaines où effectivement la présence des observateurs sur le terrain provoquait localement une décroissance de la violence. Mais la logique de l'affrontement très vite a repris le dessus. Le résultat, ça a été quand même des risques considérables. Nous avons eu 12 voitures blindées complètement démolies. Heureusement, et c'est un miracle, aucune victime humaine parmi nos officiers, mais très vite, surtout, le constat que le processus ne pouvait pas
perduré, que nos hommes ne pouvaient plus fonctionner, ne pouvaient plus réaliser ce qui a été le quotidien de leur tâche pendant les premières semaines, c'est-à-dire mener à bien des cessez-le-feu, des trêves localement pour sauver au passage des centaines, voire des milliers de civils qui se trouvaient coincés sous les obus de l'un ou l'autre côté d'ailleurs. Mais tout ceci n'était plus possible et c'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité en a tiré les conséquences au bout de 4 mois en décidant de mettre un terme à l'exercice. Alors, c'est l'occasion de vous dire que, comme vous le savez sans doute, nous réfléchissons actuellement à ce qui pourrait être fait dans certains scénarios si la situation en Syrie, cette espèce de drame épouvantable dans lequel tous les jours 150, 200, 250 civils, femmes et enfants compris, périssent dans des conditions atroces. Et ceci, au cours en tout cas des semaines écoulées, sinon de plusieurs mois, dans un silence relativement assourdissant. Ça ne fait plus partie au mieux que du bruit de fond. Et il faut bien voir qu'aucun processus politique ne se dégage. Lakhdar Brahimi continue à y travailler activement, mais on ne voit pas bien actuellement de perspective de sortie de crise. Ce qui est clair, c'est que dans certaines configurations, pas nécessairement celle d'un processus politique, mais au minimum quand même celle d'un accord de cessez-le-feu, d'un accord d'une forme ou d'une autre qui prévoirait la suspension de la violence. Peut-être qu'alors nous pourrions envisager de déployer à nouveau une opération en Syrie, mais tout ceci relève pour le moment des hypothèses de travail et sans doute guère plus. La protection des civils est en effet devenue un élément majeur de nos mandats depuis surtout le début des années 2000. Et maintenant, nous avons 8 opérations sur 16 qui incorporent explicitement cette dimension en la déclinant ensuite dans une série de dimensions souvent très détaillées. Et l'exemple le plus clair, c'est celui de la MONUSCO en République démocratique du Congo, où la protection des civils est vraiment le cœur de ce que nous avons à faire, avec d'ailleurs au passage 41 tâches, pas moins, dans le mandat, ce qui constitue quand même quelque chose d'assez lourd. Et je ne conteste absolument pas la légitimité d'aucune de ces tâches. Elles ont toutes leur valeur intrinsèque, mais il est évident que pour les patrons de la force, gérer les priorités, c'est quand même un peu complexe dans ce qui apparaît un peu comme un arbre de Noël sur lequel chacune des délégations, au fil des négociations et des années, a rajouté de nouvelles strates géologiques. Et il faut, je pense, maintenant songer à tout remettre à plat. Et là également, j'y reviendrai. Un des soucis que nous avons, c'est donc perpétuellement d'adapter les opérations de maintien de la paix aux évolutions. D'abord, l'évolution des contextes locaux. Le cycle de vie d'une mission, en laissant de côté celles que j'ai déjà mentionnées, le Sahara, Chypre, que sais-je, qui s'inscrivent dans la longue durée parce que tout simplement le contexte n'a pas permis d'évolution substantielle. Mais on peut dire que oui, effectivement, le cycle de vie normal d'une opération devrait être de l'ordre de 7 ou 8 ans. Donc il y a une période de croissance qui est forcément une période relativement longue compte tenu des délais qu'entraîne la génération des forces et le déploiement sur le terrain. Et puis on atteint un plateau, et puis il y a un moment où tout ça décline un peu. Et c'est ainsi que nous avons décidé cette année de diminuer progressivement l'opération au Darfour, où c'est vrai que même s'il y a encore beaucoup de problèmes, nous ne sommes plus confrontés aux attaques massives de colonnes de Janjaweed sur de gros villages qui étaient massacrés. Ce sont maintenant plus le fait de groupes relativement réduits qui font toujours régner de la sécurité, mais ça ne relève plus tout à fait des mêmes méthodes. Donc nous allons réduire la minuade.
Nous allons réduire la force au Libéria, parce que là aussi, on a franchi des caps. On a franchi le cap des élections l'an dernier, on a franchi le cap d'une stabilisation relative de la sécurité dans le pays. Il va donc, là aussi, falloir ajuster les choses. Nous avions pris la même décision il y a quelques mois en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le retour d'une certaine insécurité, le maintien de certains problèmes sérieux dans le pays vont nous amener à différer les mesures de réduction. Et le dernier exemple, c'est Haïti, où effectivement nous sommes revenus au niveau de personnel d'avant le séisme, dont on va malheureusement célébrer le 3e anniversaire le 12 janvier. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de tâches, notamment en ce qui concerne la police, mais nous allons pouvoir réduire. Donc au total, c'est environ 15 000 casques bleus que nous allons voir disparaître de la scène dans les, grosso modo, 2 ans à venir. C'est donc une tendance qui est, je crois, celle que souhaitent beaucoup d'États membres, qui est de voir se réduire les coûts. Le budget, je l'ai dit, 7 milliards d'euros, mais on devrait tomber en dessous des 7 milliards dès l'exercice suivant, à moins évidemment que des mandats nouveaux ne nous soient confiés entre-temps. Moins de monde, c'est une opportunité, parce que nous ne sommes plus dans les années du milieu des années 2000 où nous devions faire d'énormes déploiements au Soudan, au Congo et dans d'autres pays. Et nous n'avions pas à l'époque trop le choix, nous prenions un peu les contributions qui se présentaient. Là, ça nous permet maintenant quand même de travailler plus sur l'objectif de la qualité à tous les niveaux de la chaîne. Il s'agit d'abord de mettre l'accent sur les performances. Nous avons défini des critères pour le recrutement des contingents. Nous avons défini des critères pour les bataillons d'infanterie. Nous en avons défini pour les unités médicales et pour les unités du génie. Pour l'infanterie, nous venons de sortir, et l'édition française, je crois, va être publiée dans les semaines qui viennent, un manuel d'infanterie qui, je crois, fait la somme des bonnes pratiques mondiales et qui, je crois, aura valeur de référence. Donc, qualité au niveau du recrutement, qualité au niveau de la formation, qualité aussi au niveau de la performance. Il n'y a pas de grande organisation militaire au monde qui n'ait quelque chose qui s'appelle le plus souvent une inspection générale. Aux Nations Unies, c'est parfois un peu compliqué, il y a des notions un peu théologiques, donc je ne sais pas si l'institution que j'essaie de créer s'appellera effectivement l'inspecteur général, mais ça sera bien cela dans l'esprit. Quelqu'un qui soit rattaché directement au secrétaire général adjoint, qui puisse aller enquêter sur tel ou tel accident de parcours, car nous en avons, qui puisse aussi aider les commandants de force à réfléchir en liaison avec le Bureau des affaires militaires à des réformes structurelles qui s'imposent à la lumière des expériences. Qualité aussi au niveau des technologies, parce qu'il est certain que nous souffrons de manque chronique de moyens. Là aussi, problème théologique. Beaucoup de pays non alignés détestent l'idée que, si peu que ce soit, le département puisse, ou les Nations Unies en général, puissent faire de l'intelligence, du renseignement. Et ils tordent le nez quand ils voient que dans certaines situations, nous utilisons de l'imagerie satellitaire, que certains États, que certaines organisations nous fournissent, et nous leur en sommes très reconnaissants. En Syrie, nous avons reçu de plusieurs sources de l'imagerie satellitaire, y compris d'origine commerciale, mais parfois pas seulement, qui nous permettaient d'avoir une connaissance beaucoup plus directe de ce qui se passait sur le terrain et de savoir où est-ce que nous devions aller patrouiller en priorité pour voir la réalité des problèmes. Alors, nous avons un manque constant d'hélicoptères, ça a été dit tout à l'heure par Hugo. Pour vous donner un exemple, au début de cette année, il nous manquait 44 hélicoptères au total, à la fois
transport dédié, transport militaire, et hélicoptères d'attaque stricto sensu. Le déficit a été ramené à une quinzaine, une vingtaine actuellement, mais il est évident que nous en manquons cruellement et qu'il faut donc trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle nous avons développé beaucoup ces dernières années, et grâce aux Marocains qui président le Conseil ce mois-ci, ça va être formalisé, le concept de coopération intermission qui permet de faire face à des problèmes ponctuels, des déficits de ceci ou de cela, d'hélicoptères, mais aussi d'unités de police, faire des emprunts d'une mission à l'autre sur une période courte pour justement faire face à ces urgences. Et puis, il y a cette réflexion sur les drones, vous y avez fait allusion, madame. Alors non, jusqu'à présent, nous n'avons pas utilisé de drones, nous avons eu des velléités de le faire. Certains pays l'ont fait à titre national, les Belges par exemple, pendant une période d'élection à Kinshasa, avaient déployé à titre national des drones. Il y en a d'ailleurs un qui s'est craché sur un marché au passage. Heureusement, ça n'a pas fait de victime, mais enfin, c'était un peu limite. Nous, ce que nous voulons, ce que je veux, c'est déployer des engins sans pilote de surveillance aérienne pour deux raisons principales. D'abord voir ce qui se passe sur le terrain et ainsi permettre d'être averti, permettre de mieux protéger nos troupes. Je suis convaincu que si nous avions eu des drones au-dessus de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria au mois de juin cette année, nous aurions évité, hélas, 7 morts, 7 casques bleus du Niger qui ont été victimes d'une bande de 200 malfrats qui a franchi la frontière libériane dans des conditions de discrétion qui n'auraient pas dû exister. Et puis exercer aussi un effet de dissuasion. Je pense que c'est clairement un affichage qui me paraît totalement prioritaire dans le cas de l'Est du Congo. Une dimension qui a été déjà mentionnée à plusieurs reprises ce matin, c'est celle des partenariats avec les organisations régionales. Et je suis convaincu, depuis avant même ma prise de fonction l'an dernier, que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et le partenariat privilégié pour nous, c'est évidemment celui que nous entretenons avec l'Union africaine. En notant au passage que 2/3 des effectifs de maintien de la paix sont déployés sur le continent africain et que ça montre bien le côté prioritaire de cette région. Alors c'est évidemment quelque chose qui n'est pas simple parce que l'Union africaine n'était pas au départ très outillée pour ce travail avec nous. Donc beaucoup de travail a été fait de manière pragmatique au fil de la marche. Et nous avons essayé de mettre en place des outils appropriés. On a eu 2 expériences principales à ce stade. La première, ça a été l'opération du Darfour, opération hybride. Il s'agissait au départ d'une opération de l'Union africaine qui est devenue une opération donc conjointe avec nous. Bon, ça marche globalement, mais je mentirais si je vous dirais que c'était simple. Le simple fait, par exemple, de devoir nous consulter pour toutes les nominations, la chaîne de rapports et de commandement, tout cela n'est pas vraiment simple. Ça se passe dans un bon esprit, évidemment, mais c'est un peu compliqué. Deuxième exemple, ça a été celui de la MISOM en Somalie, où effectivement l'opération est gérée par l'Union africaine, avec le concours de 2 partenaires principaux, l'Union européenne qui paie les salaires, et les Nations unies qui assurent essentiellement la logistique, c'est-à-dire les rations, l'eau, les carburants, du transport, c'est à peu près cela la division du travail. Même ainsi, on constate que tout n'est pas simple, qu'il y a 2 chaînes de rapports, que pour les Nations Unies, on a commis l'erreur, en plus de créer une triple chaîne, puisqu'il y a le département des affaires politiques qui contrôle le processus politique en Somalie, il y a le département de l'appui aux missions qui reçoit les rapports sur tout ce qui est la chaîne logistique, et puis le département du maintien de la paix qui suit également pour son compte
Donc on a créé quelque chose d'un peu trop compliqué, et je pense que c'est quelque chose qui va peser un petit peu sur le débat à venir au sujet du Sahel et du Mali. En tout cas, au quotidien, tout cela fonctionne quand même très convenablement. Nous avons des contacts constants avec Addis Abeba, le commissaire à la paix et à la sécurité, Ramtan Lamamra, qui est un très vieil ami, et moi-même, nous parlons au téléphone souvent plusieurs fois par semaine, et nous nous voyons régulièrement, et je crois que c'est ainsi qu'il faut travailler de plus en plus, surtout avec l'arrivée à Addis Abeba d'une nouvelle présidente de l'Union africaine, Madame Zuma, qui a de grands projets pour impulser plus encore l'implication de l'Union africaine dans toutes ces crises. Car c'est l'un des points à garder en tête. Il y a aussi en Afrique, et vous le savez, beaucoup d'organisations régionales qui de plus en plus ont l'ambition de se projeter sur la gestion d'une série de crises, de s'y impliquer de manière proactive. Et l'un des soucis de Mme Zuma et de Lamamra, c'est que ne soit à aucun moment perdu de vue la dimension continentale. L'approche régionale, c'est bien, mais il faut garder cette vision globale des intérêts de l'Afrique. Car de fait, ces organisations régionales, elles font preuve de volontarisme, et il faut le saluer, mais souvent, les limites de leur capacité à agir apparaissent très vite. Vous en avez certaines qui sont très structurées, la SADC, l'IGAD, mais moi j'ai un peu découvert, comme sans doute certains d'entre vous, l'existence de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, organisation infiniment volontariste, sympathique, mais qui illustre un peu les limites du potentiel de ces organisations. Il faut bien voir que c'est une bonne chose que les pays d'une région veuillent s'impliquer dans le règlement d'une difficulté ou d'une crise, mais leur organisation administrative souvent est extrêmement légère. Il y a parfois dans le membership de ces organisations des pays qui ont eux-mêmes un intérêt, qui arrivent dans la crise avec un bagage. Alors, ce n'est pas nécessairement négatif, parce que si on travaille ensemble à une solution, eh bien, ces mêmes pays qui ont un bagage se trouvent aussi impliqués dans le règlement. Mais enfin, tout cela est à prendre avec, au minimum, un grain de sel, en tout cas avec une conscience aiguë des limites de ce qu'on peut en attendre. Et là, je voudrais peut-être jeter un coup de projecteur particulier sur la CEDEAO à travers l'expérience que nous en avons eue ces dernières années. Je crois qu'incontestablement, la CEDEAO a beaucoup aidé l'ONU à gérer la crise de Côte d'Ivoire, à un moment où l'Union africaine, pour des raisons qui lui étaient propres et sur lesquelles je ne me prononcerai pas, mais l'Union africaine avait de la peine à se prononcer. La CEDEAO, malgré certaines réticences en interne, a pris une position claire en appui à ce que faisaient les Nations Unies là, et je crois que ça a été une des clés du succès. Cette année, début de la crise du Mali, passant à Abidjan au mois d'avril, je rends visite au président Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, qui, borne le torse avec toute l'autorité qui est la sienne, me dit « Nous allons régler le problème, nous allons envoyer 12 000 soldats faire de l'imposition de la paix au Mali. » Je dis « Ah, Monsieur le Président, croyez-vous que ce soit de l'ordre du réalisable ?» Il me dit « Mais oui, du coup on s'est mis au travail avec le secrétariat de la CEDEAO, avec l'état-major de la force en attente de la CEDEAO qui existait déjà. On a travaillé avec le général Lai, un général nigérian qui en est le chef d'état-major, et on a envoyé des planificateurs à Abuja, etc., etc. Le résultat, ça a quand même été un processus de relativement longue haleine pour mettre au point un concept d'opération qui traduit un vrai progrès, mais qui demande encore du travail. Donc, voilà, je crois que toutes ces bonnes volontés, il faut en saluer l'existence, il faut travailler avec elles, en étant simplement conscient des limites de l'exercice. Mais je crois que politiquement, c'est toujours utile que les pays d'une région marquent leur volonté de s'associer à la recherche d'une solution. Alors ça, c'est pour l'Afrique.
Les autres régions du monde, c'est extrêmement variable. Bon, l'Organisation des États américains, qui, de toute façon, a pour politique générale d'essayer de régler par elle-même la plupart des problèmes de la zone, mais nous avons une bonne coopération sur Haïti, et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Le Moyen-Orient, on a une Ligue arabe qui est surtout maintenant avec un secrétaire général qui est un parfait ami et parfaitement averti des Nations Unies, qui veut vraiment travailler avec nous, mais là aussi, secrétariat modeste, moyens encore limités, et puis tout ce que l'on sait sur les divisions politiques à l'intérieur de cette partie du monde. C'est rétrospectivement presque un miracle que la Ligue arabe ait réussi à déployer à la fin de 2011, oui, c'était fin 2011, l'an dernier, une première mission d'observateurs en Syrie qui, elle-même, a touché très vite ses limites, ouvrant la voie à la mission de supervision des Nations Unies. Si vous regardez... il y a une vraie volonté, en tout cas de la Ligue arabe, de renforcer les liens avec nous, et je crois qu'il faut la saluer. Si on regarde l'Asie, on voit combien les risques sont considérables dans une région dans laquelle il n'existe pas un seul pays qui n'ait avec chacun de ses voisins au moins une, sinon deux, voire davantage, sources de conflits potentiels. Une région dans laquelle il n'existe aucune architecture de sécurité. Donc, il y a quelque chose incontestablement qu'il faut suivre. Le secrétaire général sortant de l'ASEAN, Sorin Pitsunda, voulait vraiment renforcer la relation avec les Nations Unies. Je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir nourrir parce que nul ne peut exclure qu'il n'y ait à l'avenir des crises ouvertes en Asie et des crises, encore une fois, aucune organisation existante, même le sommet de l'Asie de l'Est, ASEAN +3+3, personne ne sera vraiment en mesure de gérer. Donc pour l'heure, ça relève certainement beaucoup plus de la médiation, de l'intermédiation, mais encore une fois, si un conflit aigu devait surgir, eh bien je pense que tout le monde aura en mémoire le souvenir de l'intervention réussie des Nations Unies au Cambodge et que plus d'un se tournera vers nous. Idem pour les organisations beaucoup moins connues, l'organisation du traité central de sécurité, qui m'intéresse moi surtout parce que les pays de cette partie du monde ont souvent beaucoup d'hélicoptères ex-soviétiques et des pilotes rompus à des manœuvres un petit peu rustiques et que donc peut-être avec leur aide pourrons-nous trouver plus de ressources dans ce domaine. Et puis, je n'oublie pas qu'un tiers environ du maintien de la paix se passe dans des pays francophones et que nous manquons cruellement d'éléments francophones, aussi bien militaires que policiers. Il n'est pas normal, par exemple, qu'en Haïti, un tiers seulement de nos personnels parlent, non pas le créole, ça serait évidemment sans doute rêvé, mais un tiers seulement parle le français. C'est la raison pour laquelle, à la demande du secrétaire général, j'ai été au sommet de la francophonie de Kinshasa pour lancer un appel au développement de ces contributions, et pas seulement lancer un appel, mais dire que nous faisons ce que nous pouvons, nous aussi, pour mieux faire connaître nos besoins, créer des manuels pour les policiers, en particulier en français, faire des formations. Bref, il y a vraiment quelque chose qui doit être nécessairement être développé. Et je vous donnerai un exemple qui est intéressant. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest nous avaient dit qu'ils écoutaient nos appels et qu'ils aimeraient bien, qu'ils pouvaient peut-être nous fournir 1 ou 2 hélicoptères, ce qui ne faisait pas vraiment de sens militaire. Et du coup, on a eu l'idée, c'est le général Bayo et le général Gaye qui s'en occupent, d'aider ces 3 pays à former ensemble une escadrille de 5 ou 6 hélicoptères qui, du coup, créera une véritable unité au sens militaire. Et je crois que ça aidera tout le monde. Et c'est quelque chose, c'est ce genre d'initiative créative qu'il faut encourager.
Alors tout cela, ça a déjà été dit, dans un contexte financier qui est contraint. Le secrétaire général résume les choses en disant il faut faire plus et mieux avec moins. Bon, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais enfin, nos collègues du département de l'appui aux missions ont une série d'initiatives en cours pour rationaliser les process et faire des économies. Et nous-mêmes, c'est un peu à ce besoin que nous essayons de faire face en examinant maintenant beaucoup plus régulièrement les mandats et les moyens. La politique que j'entends mener en œuvre, c'est maintenant au moins une fois tous les 2 ans de réexaminer l'ensemble d'une opération pour voir si elle colle vraiment aux réalités, si les moyens surtout sont adaptés aux missions. Et l'idée, c'est que chaque fois que c'est possible, effectivement, de réduire la force et donc ses moyens. Mais ceci, évidemment, en ayant constamment à l'esprit les nécessités de faire le job et de mettre en œuvre le mandat. Alors, les règles d'or, elles ont été mentionnées et c'est vrai que c'est évident que nous avons besoin, chaque fois que c'est possible, d'un Conseil de sécurité uni et solidaire. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours le cas, loin de là. C'est vrai aussi que quand nous avons l'appui d'une organisation régionale, je crois que ça accentue encore le poids politique de nos messages. Un exemple, vous vous souviendrez qu'il y a 6-7 mois, vers le mois d'avril, nous sommes passés au plus près d'une guerre ouverte entre les deux Soudans. Vraiment, ça a été de justesse. Et si on est arrivé à dépasser cette situation, je crois que c'est parce que justement il y a eu un travail intense conjoint entre les Nations Unies et l'Union africaine pour convaincre et le Soudan du Sud de sortir de cette situation catastrophique dans laquelle ils s'embarquaient. Une situation qu'on peut résumer assez facilement. Ce sont deux pays qui ont décidé de divorcer, qui ont consommé le divorce, mais qui ont tout simplement laissé de côté toute une série de questions quand même importantes. Quand on doit continuer malgré tout d'habiter côte à côte, quand on doit partager un certain nombre de ressources, et d'abord le pétrole, eh bien voilà, divorcer c'est une chose, mais ensuite il faut trouver les modalités. Et je crois que heureusement c'est ainsi que maintenant on va travailler. On travaille avec des résultats encore incomplets, mais l'unanimité du Conseil, à une époque où les sujets contentieux ne manquaient pas, il n'y a pas eu de velléité de prise d'otage ou de chantage. Et je crois que cette unanimité, confortée encore une fois par l'Union africaine, a joué un grand rôle dans ce qui a suivi. Voilà. Alors, il est évident que sur la Syrie, j'y reviens un instant, les divisions du Conseil, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas, stratégiques, historiques, idéologiques, le constat en tout cas, est bien celui-là, et ça pèse évidemment beaucoup sur l'ambiance du Conseil, au-delà même de ce dossier spécifique. C'est donc quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, je voudrais terminer par un exemple qui, je crois, illustre bien les contraintes du maintien de la paix, ou peut-être deux. D'abord, un mot sur le Congo, puisque ça, c'est sur notre table, et c'est évidemment un défi immédiat. Un défi immédiat en se remémorant, malgré tout, que de manière saccadée, intermittente, les Nations Unies n'ont cessé d'intervenir au Congo depuis 1961. Et que là, on y est déjà depuis une belle durée. Le Congo, c'est la conjugaison de deux phénomènes, pour faire simple. C'est d'abord la conjugaison d'un État défaillant, pour ne pas dire plus, et d'un État dont la souveraineté est battue en brèche.
avec l'implication d'acteurs extérieurs. C'est un État dans lequel, effectivement, dans la partie orientale, l'autorité étatique n'existe quasiment pas. Ce qui laisse le champ à des groupes armés, à la fois des groupes armés endogènes et des groupes d'armées exogènes qui traduisent les intérêts ou les contre-intérêts d'acteurs de la vicinité. C'est une région qui connaît toutes sortes de trafics, y compris celui des minéraux rares. C'est une région dans laquelle sévit une constante crise humanitaire avec des conséquences catastrophiques, des morts, peut-être pas 7 millions, mais beaucoup, beaucoup trop, des personnes déplacées, 360 000 depuis le déclenchement de la crise actuelle au mois d'avril, et encore 140 000 de plus depuis 15 jours, des réfugiés par dizaines de milliers dans les pays voisins. Bref, c'est quelque chose, et je peux vous le dire, c'est quelque chose sur quoi j'ai décidé que maintenant il fallait travailler d'arrache-pied, et j'ai lancé il y a 15 jours un grand chantier de réflexion approfondie sur ce que nous devons faire au Congo. Ce que nous devons faire, c'est à partir de ce constat des causes profondes, d'abord aider l'État congolais à se renforcer, et d'abord à renforcer son armée. Le président Kabila, d'ailleurs, m'a dit qu'il le souhaitait lui-même. Il faut que le Congo dispose d'une force à la fois professionnelle, d'une armée professionnelle et d'une armée loyale. Ce qui, au passage, doit inviter à une réflexion sur ces politiques passées qu'on a appelées les politiques de brassage, hein, qui consistaient à incorporer comme colonels ou comme généraux tel ou tel chef de groupe armé. Le résultat, c'est bien ce que nous avons vu depuis ce printemps, c'est-à-dire des mutineries, des désertions, et en tout cas une absence de loyauté vis-à-vis de l'institution militaire nationale. Donc ça, c'est la première chose. Et, principe connexe, développer le retour de la présence de l'État dans les Kivu. Et là, je crois qu'on va... Enfin, j'ai demandé qu'on réfléchisse à un concept qu'on met en œuvre en ce moment au Libéria, qui consiste à créer des pôles de sécurité et de justice. C'est très simple, enfin, à la limite. C'est créer un compound dans lequel on va installer un gros commissariat de police, un tribunal et une prison. Quel meilleur symbole pour le citoyen que l'État est de retour. Et à partir de là, on peut bâtir un processus, je l'espère, vertueux. C'est ce qu'on fait cette année dans le comté de Bon, au Libéria, où il n'y existait tout simplement plus rien. L'État avait disparu depuis 20 ans. Hein, et donc, on va essayer de mettre cela en œuvre dans les Kivu. Et puis, en parallèle, traiter les aspects régionaux en mettant à profit la volonté d'implication de la Conférence des Grands Lacs, qui a déjà d'elle-même décidé d'élargir un mécanisme de vérification des frontières. Eh bien, il faut consolider ce mécanisme de vérification, l'appuyer. C'est dans ce contexte que j'aimerais déployer des drones de surveillance aérienne. Je pense que ça sera une incitation puissante aux groupes armés à faire preuve de retenue et nous permettra de beaucoup mieux savoir ce qui s'est passé, car il y aura, oui, des leçons militaires à tirer de ces épisodes des derniers 15 jours où on a quand même vu des choses tout à fait surprenantes. Des rebelles du M23, du jour au lendemain, équipés de lunettes de vision nocturne. Les mêmes M23, bloqués par une ligne adossée à la frontière rwandaise, se retrouvaient le lendemain miraculeusement derrière nos forces, c'est-à-dire au contact de Goma, ce qui pose quand même une petite interrogation quand on regarde la carte. Voilà, enfin tout ça, il faut le regarder comme il faut regarder le concept de force neutre que les pays de la CIGLR ont mis en avant. Ça n'est pas simple, mais je pense que cette volonté de se mobiliser, il faut nous l'approprier et essayer d'en tirer des solutions vertueuses et surtout
des solutions durables. Donc c'est l'esprit dans lequel je souhaite que dans les semaines à venir, nous puissions produire des solutions, et des solutions qui ne soient plus celles dans lesquelles les mêmes causes, tous les 2 ou 3 ans, produisent à nouveau les mêmes effets. Je crois que c'est cela. Et puis alors l'autre question qui est devant nous, c'est celle du Mali. Bon, ça a été dit, là aussi, la perfect storm, avec tous les ingrédients, une crise politique intérieure majeure, une dimension internationale, l'implication de trafiquants et de terroristes de différents poils, une crise environnementale, une crise humanitaire, bref, la totale. Alors, je vous l'ai dit, il y a un moment, première réflexion de la CEDEAO, il faut voir que pour les Nations Unies, c'est quelque chose de lourd, car même si pour le moment il y a consensus pour mettre en avant un scénario politique, et je crois que c'est bien ainsi que cela doit être, un scénario pour essayer de réconcilier la communauté malienne, de trouver des terrains d'entendement avec les Maliens du Nord, et pas seulement les Touaregs à propos. Tout cela, c'est bien, il faut le faire, mais il est probable, sinon certain, qu'à la fin des fins, il y aura nécessité d'une opération militaire. Or, il est clair que cette opération ne sera pas une opération de paix, ça sera une véritable opération de guerre. Et ça, ça entre difficilement dans les schémas de pensée des Nations Unies. Ça va être dans une région difficile, ça va être à bien des égards problématique, car il y aura très certainement des règlements de compte, des choses qui vont poser de vrais problèmes au regard des droits de l'homme, au regard des politiques de conditionnalité que les États membres d'ailleurs nous ont fixées. C'est la raison pour laquelle le schéma vers lequel j'ai poussé, c'est le schéma d'un engagement soumis à différents benchmarks. Des benchmarks relatifs à la formation de l'armée malienne, car cette armée est quand même dans un état de décomposition, je crois qu'on peut le dire, relativement avancé. Il faut donc la remettre à niveau si l'on veut que ce soit cette armée malienne qui soit à la pointe de la reconquête du Nord. Il faut des benchmarks sur le processus politique, il en faut sur le respect des droits de l'homme. Donc l'idée, c'est de dire, très bien, il faut avancer. Il faut notamment avancer sur la condition de tout cela qui est la remise à niveau de l'armée malienne. Et cela, c'est quelque chose à quoi l'Union européenne va s'attaquer dès le début 2013. Il faut savoir que de vraies opérations, pour toutes sortes de raisons, formation, mais aussi climat, etc., rien ne pourra se faire sans doute avant septembre-octobre, ce qui laisse du temps. Et donc voilà, un processus évolutif qui va se discuter dans les jours et les semaines qui viennent au Conseil de sécurité. Sous question, mais question importante, est-ce que les Nations Unies s'engagent dans un schéma d'appui à la somalienne? C'est une possibilité, ce sera au Conseil de sécurité d'en décider. Sous question aussi, est-ce que, une fois la pacification du Nord menée à bien, il ne faudra pas une opération de maintien de la paix des Nations Unies sur place pour encadrer ce processus de sortie de crise? Et là, ça entrerait sans doute dans la corde des métiers que nous avons l'habitude de pratiquer. Il y aura la nécessité de rebâtir les institutions, sans doute de rebâtir une police, et cela aussi, ça fait partie de nos cœurs et de nos métiers. Donc, ce que j'espère, c'est que les débats à New York vont permettre d'y voir beaucoup plus clair et que nous aurons une feuille de route dans laquelle nous pourrons trouver le bon point d'équilibre entre nos préoccupations et nos contraintes et la volonté, je crois, qui est unanimement partagée de faire quelque chose pour ne pas laisser se développer cette situation. Voilà, je crois que j'en aurai terminé. Enfin, je laissais peut-être certains points de côté, mais éventuellement on pourra y revenir. Je dirais simplement d'un mot que globalement, j'ai la conviction que les opérations de maintien de la paix, elles remplissent leur mission avec des limites. On ne peut pas tout faire.
il y a des ambiguïtés, il y a des attentes. Nous ne pouvons pas répondre à toutes ces attentes, nous ne pouvons pas résoudre toutes ces ambiguïtés, mais je pense qu'il y a une vraie volonté de progresser, comme il y a une volonté de s'adapter à toutes ces réalités, et tout cela dans le souci constant de renforcer ce qui est le cœur du maintien de la paix, c'est-à-dire un partenariat entre l'organe directeur qui nous fixe nos mandats, le Conseil de sécurité, les pays qui paient, et en étant prudent d'ailleurs sur la notion de pays qui paient, car au fond, chacun paie aux Nations Unies. Il y a un barème, alors certains paient peu, mais peu, c'est peut-être beaucoup quand même par rapport à leurs moyens. Et puis, les contributeurs de troupes dont nous avons besoin en étant conscients de leurs limites. Oui, c'est vrai que certains pays d'Asie du Sud disent clairement qu'ils n'ont pas envie d'exposer des vies humaines, les vies des leurs, pour résoudre à fond les questions de Goma. Ça, il faut le savoir. Hein. Nous avons cette contrainte-là, mais nous avons besoin de ces contributeurs de troupes. Et j'en terminerai par là. Nous avons cette réalité. 95% de nos casques bleus sont des pays du Sud. 5% seulement sont des pays du Nord. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant et qui n'est pas soutenable dans la durée. Alors, beaucoup de pays de l'Union européenne comprise viennent me voir en disant 2014, la fin de l'Afghanistan, c'est juste around the corner. Et nous voulons à nouveau nous engager dans le maintien de la paix des Nations Unies. Je leur dis, vous êtes les bienvenus. Pas du tout, je n'ai pas dans l'idée de vous demander des gros bataillons d'infanterie, mais des capacités de spécialité, du génie militaire, des spécialistes du renseignement, des officiers d'état-major de haut niveau. Eh bien, de tout cela, oui, nous sommes preneurs. Et c'est un message que je crois pouvoir adresser en cette circonstance au pays, comme on dit aux Nations Unies, au pays que je crois connaître le mieux. Merci.